Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le chaos ne faiblit pas dans notre cher pays de France. Selon les médias, la 5e nuit d'émeute, celle donc de samedi à dimanche, a été plus calme que les précédentes. On va quand même citer les chiffres de ce que les médias appellent une nuit plus calme. 719 interpellations, 10 commissariats, 10 casernes de gendarmerie, 6 postes de police municipale attaqués, presque 900 incendies sur la voie publique, 600 incendies de véhicules, 48 policiers ou gendarmes blessés sur 45 000 mobilisés, sans oublier le domicile du maire de l'Haye-les-Roses qui a été donc attaqué à la voiture bélier. Alors pour illustrer ce climat de violence qui sévissent depuis bientôt une semaine, nous avons pléthore de vidéos, mais nous n'en diffuserons qu'une seule qui je crois résume assez le niveau de haine atteint par les émeutiers. C'est une vidéo prise à Sannois dans le 95, dans la nuit de vendredi à samedi dans le Val d'Oise. Tuez le maire! Voilà, tue le maire! Voilà, tuez-le! Et casse-toi de la mairie, sale pute! Voilà, quelque chose qui avait assez peu à voir avec la mort de Naël, on peut le penser. Les réunions de crise du gouvernement donc n'y font rien. Les pillages et les incendies continuent inlassablement de tamiser les nuits de nos concitoyens. Et c'est à se demander si ce chaos ne va pas s'installer durablement dans nos vies. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec deux personnes qui critiquent ça depuis très longtemps. Nous sommes avec Laurent Berton. Bonjour Laurent Berton. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes écrivain, romancier, vous avez écrit La France Orange Mécanique, Game Over, vous avez cofondé également le magazine La Furia, et vous êtes auteur de la trilogie Guérilla, dont le dernier tome est paru en octobre dernier aux éditions Magnus. Tous vos livres sont à retrouver d'ailleurs aux éditions Magnus. Guérilla, dont on va évidemment reparler, puisqu'il y a beaucoup plus qu'un parallèle à faire avec la situation actuelle. Et nous sommes également avec Driss Ghali. Bonjour Driss Ghali. Bonjour. Vous êtes conférencier, spécialiste des questions de violence et de diversité, puis vous avez écrit plusieurs livres, de la diversité au séparatisme, disponible uniquement sur votre site web, et puis Français ouvrez les yeux, une radiographie de la France par un immigré aux éditions L'Artilleur, et le dernier en date est une contre-histoire de la colonisation française aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Je voulais quand même revenir d'abord avec Laurent Berton sur ce scénario de ce policier qui tue un jeune, qui entraîne des nuits et des semaines, en tout cas pour l'instant une semaine de violence. C'est évidemment, le parallèle est très facile à faire avec votre roman, donc alors on ne sait pas encore de l'issue que ça va avoir, mais vous aviez déjà vous revendiqué à l'époque que ce scénario pourrait se produire dans la réalité, et finalement on voit que la réalité a rattrapé la fiction. Oui, malheureusement, ce genre de scénario c'est déjà produit en 2005. On a eu aussi les affaires de Villiers-le-Bel. Enfin, on a eu beaucoup comme ça de petits de départs de feu en quelque sorte, d'embrasement généralisé. Il y a eu pas mal de cas de refus d'obtempérer qui se sont mal terminés, ou de jeunes qui ont pris la fuite et qui en sont morts. Sans que ça ne donne lieu à un tel embrasement. Ça, c'est assez difficile à prévoir. Pourquoi dans ce cas-là, l'étincelle a vraiment mis le feu aux poudres, ça s'est propagé à une vitesse très, très élevée, ça a pris de court un peu tout le renseignement. Ça, c'est très difficile. Voilà, moi j'ai le scénario général, le renseignement aussi. Ça fait très longtemps qu'on travaille sur ce genre de problématiques. Et là, là, tout le monde a été débordé. Il semble que ça se calme un peu pour cette fois. C'était une forme de répétition générale. Il n'y a pas vraiment d'organisation dans ces mouvements. Et ça va se tasser jusqu'à la prochaine. Mais malheureusement, au quotidien, déjà, on est dans une forme de guérilla larvée, puisque tous les jours, on a des déprédations très importantes. Je ne vous parle pas du tout des émeutes, mais simplement de l'insécurité et de l'ultra-violence ordinaire. On a un niveau de violence aux personnes qui a battu tous les records historiques sous Darmanin et qui est en augmentation continue depuis François Hollande. Et ça, on refuse toujours de voir à quel point notre société glisse vers l'ultra-violence. Bien sûr, Driss Ghali aussi sur cette violence. Alors en plus, sur les émeutiers, on voit vraiment que donc ce sont des jeunes qui sont très souvent mineurs, et on a du mal à saisir nous leurs revendications, puisqu'il n'y en a aucune, et on voit finalement que ce sont uniquement des gens qui sont tournés vers la violence pour la violence. Il n'y a plus aucun rapport, je pense que là tout le monde est d'accord pour le dire, de la gauche à la droite, il n'y a plus aucun rapport entre ces violences et la mort de Naël et la quête pour la justice. D'ailleurs le terme jeune a été galvaudé, voire profané. Moi aussi j'ai été jeune. Et je n'ai jamais osé répéter ou faire répéter à une instruction à mon père ou à ma mère. Pourtant, j'étais moi aussi rebelle. Ni j'ai pas non plus conduit sans permis. Et je n'ai surtout pas caillassé les flics. Donc, pauvres jeunes d'aujourd'hui qu'on assimile à ça. Nous avons au fait
devant nous nous avons deux pulsions aujourd'hui à l'œuvre. Vous avez une pulsion disons, de destruction pour détruire, sans but politique. Donc Naël, tout ça. Vous avez un lumpenprolétariat au fait. On découvre qu'on a un lumpenprolétariat, une armée de réserve qui va de 12 ans d'âge à 18 ans, voire plus, qui est prête à tout et qui est prête à toutes les aventures. Donc ça casse pour casser, c'est le pillage. Et derrière, vous avez aussi une pulsion, ou plutôt une revendication quand même séparatiste. Moi, je dirais même nationaliste. Ces gens-là vous disent, nous ne sommes pas français et vous n'êtes pas chez vous. Et malheureusement, nous ne voulons pas écouter cette vérité. Et ils ne savent plus quoi faire. Ils sont soit à brûler les commissariats et tuer les maires, essayer de tuer les maires. Donc c'est nous, au fait, qui sommes autistes. Il faut qu'on comprenne qu'il y a une revendication nationaliste. On est dans un séparatisme, on n'est plus dans le séparatisme des gangs. Là, ils vous disent, on n'est pas français. Et à nous d'en tirer les conclusions. Parce qu'eux, ils ont fait le boulot, entre guillemets. Ils ont passé le message. C'est nous qui ne voulons pas l'entendre. Oui, on parle souvent de guerre civile, mais dans une guerre civile, ça se produit normalement entre un seul et même peuple. Là, on voit vraiment que que eux-mêmes revendiquent la différence. Laurent Berton, Driss Ghali évoquait ce lumpenprolétariat. Ce lumpenprolétariat, il est notamment soutenu par la gauche, qui est censée, elle, soutenir pour l'instant les classes populaires. Et puis d'ailleurs, dans votre roman Guérilla, il y a aussi ces personnages de gauche qui soutiennent cette diversité et puis qui se font finalement, entre guillemets, dévorer par leurs propres enfants. Vous aussi, on voit clairement que cette gauche-là finalement prône des revendications qui la dépassent complètement. Oui, d'une part, j'imagine qu'elle qu'elle croit qu'elle va pouvoir récupérer cet électorat, ce fameux lumpenprolétariat, pour son plus grand bénéfice, qui est à mon avis un calcul très approximatif. Je suis pas certain que ce soit payant, mais disons qu'elle s'adapte aux réalités démographiques, à la fameuse créolisation dont parle Mélenchon. Et pour essayer de la récupérer, cette gauche-là, elle est prête à vendre son âme, ou disons au moins ce qu'il en reste, en espérant que elle va sauver sa propre situation. Et il y a aussi ce réflexe, je pense, chez ces personnes-là, d'imaginer que leur supériorité morale sera préservée. Si elle fait tout ce qu'elle peut, elle prétend être du côté de ses oppressés, en effet en refusant de comprendre qu'ils sont dans une logique séparatiste et que pour eux les jeux sont faits depuis très longtemps et que Mélenchon, comme le reste, ce n'est pas du tout leur monde. Oui, et puis on a eu un espèce de semblant de conscience quand il y a eu cette attaque du maire de l'Haye-les-Roses où alors jusqu'à la veille de l'attaque, la gauche n'appelait pas au calme mais à la justice. Là, on a quand même eu un début de condamnation des violences, mais il a quand même fallu qu'un élu soit attaqué pour que cette gauche-là veuille enfin appeler à la fin des violences, Laurent Berton. Oui, la séquence, pour moi, est totalement désastreuse pour le gouvernement, mais aussi pour cette gauche-là, pour la France insoumise, qui a vraiment été en dessous de tout et qui tente désespérément de se rattraper aux branches aujourd'hui en condamnant tout de même quand même les exactions, quelques-unes des exactions en tout cas, comme l'a dit Mélenchon, ne touchez pas aux bâtiments publics, etc. Et là, on a le maire qui se fait agresser, donc évidemment, c'est pas facile maintenant de se repositionner. Et je pense que par rapport à son électorat, c'est quand même désastreux. Une grande partie de son électorat, je ne parle pas de la bourgeoisie quinoa ou de la jeunesse étudiante à cheveux roses qui va rester derrière lui quoi qu'il arrive, mais pour les Français, on va dire lucides, là, ça paraît impossible de le suivre sur ce terrain. Alors la séquence pour la gauche a effectivement été désastreuse, mais à droite, en tout cas chez les Républicains, la seule réponse qu'on a eue, c'est finalement, on va débloquer de l'argent public. La Valérie Pécresse a débloqué 20 millions d'euros en Ile-de-France, payés par le contribuable. Je suis pas sûr que les émeutiers payent beaucoup d'impôts. Donc finalement, là aussi pour la droite, c'est une question d'argent et c'est la France, c'est les Français travailleurs qui vont payer toutes ces incendies, Driss Ghali. Oui, vous avez raison de le pointer. Nous avons à droite comme à gauche un vide de doctrine. Ils ne comprennent pas déjà ce qui se passe et ils n'ont aucun début de solution. Il y a un problème de doctrine. Parce que c'est soit on met le RAID et le GIGN dans la rue, ce qui est ridicule, parce que ce sont des forces spéciales qui ne vont pas être mobilisées 365 jours par an. Et puis, ce n'est pas des forces d'interpellation. Ils interpellent, mais ce n'est pas des gens qui font des enquêtes.
Et vous n'allez pas mettre un blindé devant chaque immeuble. Enfin, c'est juste un aveu d'impuissance. Plus le gouvernement montre les armes les plus sophistiquées, plus il montre son impuissance. Et cette droite-là et cette gauche-là ne comprennent pas le message qui est passé. Ces gens-là ne sont pas français. Ils vous le disent, l'intégration, l'assimilation n'a pas lieu, n'aura pas lieu. Ils font tirer les conséquences. Ce n'est pas en donnant de l'argent au monstre qu'il va... Enfin, c'est le syndrome de Stockholm. Là, plus on se fait caillasser, plus on donne de l'argent. Donc on va acheter encore la paix de quelques temps, et puis ça reviendra, comme l'a dit si bien monsieur Oberton. Il faut une véritable révolution doctrinale. Mais là, ça veut dire le départ de ces élites qui nous ont mis là-dedans. Parce que nous récoltons... Enfin, là, les égouts débordent. Les gens qui vivent dans le quotidien, ils savent que les faits divers que nous voyons tous les jours sont des faits insurrectionnels. Dans les faits divers que nous avons en France aujourd'hui, il y a ce message-là qui est passé par ce lumpen prolétariat séparatiste. Mais bon... si on dit ça, on est fasciste. Mais là, les égouts ont débordé. Et il faut en tirer les conclusions. Malheureusement, je vois que personne n'est prêt à en tirer les conclusions parce que les gens qui réfléchissent ne passent pas sur les médias ou n'ont pas accès au pouvoir. Et comment vous expliquez cette absence de volonté des élites françaises, notamment sur cette question-là, alors que pourtant la majorité de la population française est favorable déjà à l'arrêt de l'immigration, à la fin de l'état d'urgence, à la mise en place de l'état d'urgence. Il y en a presque une majorité de Français qui est prête à ce que l'armée intervienne dans ces banlieues. Donc comment est-ce que vous expliquez cette absence de volonté des élites ? Vous savez, quand on s'est habitué à l'impuissance, ça devient un vice, hein, c'est une habitude, c'est un habitus. Nous avons, malheureusement, nous sommes coupables, nous élisons des nains, et ben ils se comportent comme des nains. Et je me retourne vers le peuple français, qui pour moi est un peuple fier. Moi, je parle en tant que Marocain. Donc on pardonnerait un peu ma sévérité, vous pouvez toujours dire que je suis un étranger. Donc, mais je suis désolé, les gens veulent la sévérité, mais ils ne veulent pas les bavures. Les gens veulent plus de flics, mais ils ne veulent pas des morts. Les gens veulent plus de juges, mais ils n'aiment pas la prison. Ils veulent des juges sévères, mais ils n'aiment pas la prison. C'est ça le problème. Donc vous avez aujourd'hui des injonctions contradictoires chez les gens. Parce que nous vivons dans un monde de bisounours, où nous croyons que l'être humain est bon par nature et qu'on va faire de la réinsertion. Il y a aujourd'hui dans ce lumpen prolétariat des gens qui ne sont pas récupérables pour la vie civile. Peut-être que certains pourront être récupérés par la Légion étrangère, encore. Et peut-être que certains pourront se calmer avec le passage du temps et la baisse de la testostérone. Mais on n'est plus dans la France civilisée d'avant. Vous avez aujourd'hui le retour de la barbarie. Ces gens-là ont des papiers français. Donc il faudra, si vous voulez vraiment vous en débarrasser, il faudra faire des choses qui ne sont pas démocratiques, notamment des déchéances de nationalité. Est-ce que vous croyez que l'électorat est capable de ça ? Non. Dans une semaine, la machine à laver wokiste, moraliste va passer et on va dire, et on va retirer à Macron l'injonction d'agir. Et Macron le sait très bien. Bien sûr, on va revenir sur cette réaction de la classe moyenne, sur la réaction du pouvoir public, avec vous, Laurent Oberton, et avec vous, Driss Ghali. Mais tout de suite, il est 8h sur Ligne Droite et on fait un petit point d'information avec Adèle Rosner. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, non. La table ronde. Nous sommes toujours avec Laurent Oberton, écrivain, romancier, auteur notamment de la trilogie Guérilla aux éditions Magnus, qui trouve un écho particulier dans cette actualité d'émeute. Nous sommes également avec Driss Ghali, conférencier, spécialiste des questions de violence et de diversité, auteur notamment de ce livre Français, ouvrez les yeux, une radiographie de la France par un immigré aux éditions L'Artilleur. Laurent Oberton, je voulais revenir avec vous sur cette réaction de la classe moyenne, puisqu'effectivement Driss Ghali a pointé ces injonctions contradictoires entre la volonté de fermeté, mais le caractère, la sacralisation de la victime quand même dans la société actuelle. Là aussi, on trouve un écho avec vos ouvrages. On connaît votre passion pour Monsieur Moyen, qui est donc quelqu'un qui passe son temps devant la télé et qui n'a d'ailleurs même pas forcément eu accès à toutes les vidéos de violence qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Donc on peut légitimement penser que même avec ce niveau d'émeute et de violence, il n'y aura pas de révolution, pas plus qu'il y en avait eu pour l'affaire Lola par exemple. Ah non, Monsieur Moyen, il est demandeur de fermeté, il pense que Monsieur Darmanin est l'homme de la situation, et effectivement, lui, il a vu TF1, M6 vaguement, il se dit c'est pas bien, et il faut de l'ordre, et il faut l'autorité de l'État, et c'est tout, jusqu'à la prochaine fois. Après, lui, ce qui le préoccupe, c'est de pouvoir continuer sa routine tranquillement, sans être dérangé par ce genre d'incident. Il espère qu'on va résoudre la situation à sa place. C'est ça le problème, c'est qu'il raisonne beaucoup par procuration. Il se dit, bon, l'État, je lui ai tout donné, je lui donne énormément d'argent, je lui donne... on met des moyens partout et je veux des résultats.
pourvu que moi, je n'ai pas à être confronté à ces réalités gênantes. Et je pense effectivement qu'il est dans une volonté de croire qui est apaisante. Il espère que la situation va se régler d'elle-même, un peu comme par enchantement, sans qu'il ait besoin de se faire mal en la regardant en face. Et malheureusement, comme Driss Ghali l'a dit, nos gouvernements, enfin nos gouvernants, eux, sont dans une logique très restreinte de communication. Ils investissent des sommes formidables dans des cabinets de conseil pour savoir quoi dire et pas pour savoir quoi faire. Ça fait longtemps qu'on a renoncé à cette idée. Et comme on est observé de l'international, des instances de l'ONU, etc., on peut absolument pas s'adapter à une telle situation de crise. Donc, on va mettre le paquet sur la communication, les moyens, les annonces, les projets de loi, etc., en espérant que la crise s'étouffe et meurt d'elle-même. Et on va finalement assister à, encore une fois, comme à chaque crise, encore plus d'État, encore plus de présence, encore plus de restrictions de liberté pour les Français qui sont encore concernés par le droit. Donc en fait, ça va encore desservir cette fameuse classe moyenne qui travaille pour tout le monde. Oui, tout le monde va il y aura des interdits. Monsieur Moyen sera très content et il se rend pas compte, encore une fois, que ça va lui tomber sur le coin du nez parce que, évidemment, quand vous en êtes à essayer d'assassiner un maire, à tirer dans la rue à la Kalachnikov, les interdits, ça fait bien longtemps qu'ils vous concernent plus. Et Monsieur Moyen, lui, par contre, il a très peur, il paiera ses impôts, il paiera la note, rubis sur l'ongle comme d'habitude. Lui, il est parfaitement domestiqué, corvéable à merci, et c'est contre lui, sur lui seul, que l'État a du pouvoir. Et voilà, effectivement, je pense qu'on va maintenant entrer dans la phase wokisation à marche forcée. On va vous expliquer ce qui s'est passé, vous n'avez pas bien vu, vous n'avez pas bien compris, les sociologues en chemise à fleurs vont débarquer sur les plateaux télé, et on va vraiment refaire, on va reformater les réalités pour calmer un petit peu tout ça, puisqu'il est quand même clair qu'il y a même les gens les plus endormis ont quand même vu des choses ces derniers jours, donc il est temps de les leur faire oublier. Bien sûr, Driss Ghali, on adore cette machine à wokistan. Elle a déjà commencé à fonctionner, notamment pour ce qui est de l'extrême droite, parce que donc l'extrême droite n'a pas disparu pendant ces 6 jours. Notamment, on a vu à Angers des jeunes qui ont voulu défendre leur rue. On en a vu aussi à Lyon et puis dans d'autres villes de France. Et déjà là, Libération et puis d'autres médias ont déjà critiqué l'extrême droite. Il y a déjà une enquête qui est ouverte. Donc même dans des situations où la France entière est mise à sac par des émeutiers de banlieue, l'extrême droite ne disparaît pas. C'est quand même rassurant pour la bien-pensance. Bon, de toute façon, rien de nouveau sous le soleil. Dans les années 40, les mêmes journalistes parisiens traitaient de terroristes les maquisards et les résistants. Parce qu'il ne fallait surtout pas énerver les Allemands. Et les Allemands étaient les libérateurs de la France, ceux qui allaient faire l'ordre nouveau en Europe. Et les pauvres résistants, de droite comme de gauche, c'était des terroristes, des marginaux à déporter. Là, aujourd'hui, c'est ça. On en est là. C'est le carriérisme, c'est les médias subventionnés. C'est les médias collabos. Moi, j'ose le terme. Nous avons des médias de collaboration aujourd'hui qui collaborent avec Berlin, c'est-à-dire Bruxelles, parce que les Allemands ont perfectionné leur méthodologie, et qui collaborent avec cette colonisation de peuplement. Et moi, en tant que Marocain, musulman, arabe, je n'ai aucun problème à dire ça. Parce que nous, les Marocains, nous avons subi la colonisation. Et nous avons subi ça. Le colon, pas tous, mais certains se croyaient tout permis, notamment nous donner des coups de pied ou commettre des assassinats, parce qu'ils savaient que la justice était de leur côté. Eh bien, en France, vous avez ça. Vous avez des juges qui voient dans le migrant et dans le voyou un surhomme qui a tous les droits. Et vos victimes, aujourd'hui, vous êtes les indigènes d'une nouvelle colonisation. Alors, les parallèles ont leur limite. Je voudrais juste dire aussi que, au-delà du maire de La Île-et-Rose et de nous tous qui allons payer par nos impôts la facture de cette irruption de testostérone ces derniers jours, il y a aussi une autre victime. C'est tous les types qui s'appellent Mokhtar, Driss, Mamadou, Sonia, Siham, qui aujourd'hui envoient des CV, ce lundi, pour un job. Eh bien, ils vont, a priori, en bas de la pile. Parce que le DRH, sa voiture a été renversée ce week-end. Oui, mais on peut pas leur reprocher en fait au plus, parce que finalement c'est les émeutiers eux-mêmes qui participent de cette stigmatisation. Oui, bien sûr, les émeutiers sont non seulement des abrutis, mais en plus des criminels, doublement criminels, parce qu'ils sont en train de ruiner les chances d'intégration et de succès. On ne parle même pas d'intégration, de succès des jeunes de banlieue qui s'en sortent, parce que une partie de l'immigration a réussi brillamment. Je connais moi des fils de bergers algériens qui sont aujourd'hui avocats d'affaires à Paris, à 10 000 € par mois. Ça aussi, c'est une immigration qui existe. Mais ces gens-là, puisqu'ils portent des prénoms arabes,
eh ben, ils sont stigmatisés. Moi, Driss, je n'arrive pas à louer dans Paris. À l'époque où j'étais étudiant, je n'arrive parce que mon prénom, parce que je comprends sans comprendre. Parce que quand vous voyez un type qui s'appelle Driss ou Mamadou qui brûle des voitures, vous dites je veux pas ça chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la casse du lien social, ce qui fait que les Arabes et les Noirs se sentent rejetés dans leur communauté. Et les Blancs se sentent rejetés derrière l'autre. Donc on est prêt pour la guerre civile. Le jour où ça commencera, les frontières sont déjà tracées. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très très grave. Laurent Burton est aussi, on a vu, vous pensez qu'on peut évoluer doucement. Alors là, ce ne sera pas le feu qui mènera à l'embrasement, puisqu'on a vu que ça se calmait forcément déjà. On a vu aussi quand même que les banlieues avaient certaines limites, notamment dans ce qui est de l'organisation et de la cohérence sur le plan militaire. Les munitions, ils ont des armes de guerre, mais ils ont principalement gâché leurs munitions sur des caméras de vidéosurveillance ou à tirer en l'air pour faire peur. Donc c'est pas, la guerre civile n'est pas pour tout de suite, mais vous pensez que c'est un scénario sur lequel on peut évoluer sur le long terme? Oui, pour le moment, on n'est pas dans la haute stratégie, c'est clair, mais c'est quasiment pire pour l'État parce que ça peut arriver partout, n'importe quand, n'importe comment, sans concertation, ça va très vite. Sur Snapchat, vous appelez tous les copains à se retrouver à tel endroit et c'est trop tard. Et l'État, ses forces sont efficaces en un endroit précis, à un instant T, mais quand il y a une généralisation partout, à tout le territoire, il y a des centaines de quartiers qui peuvent potentiellement être concernés, eh bien c'est beaucoup plus dur. Et l'État, on l'a vu, pendant de nombreuses heures, a été complètement dépassé. Il y a des types qui ont passé leur nuit à essayer d'appeler les flics en disant ils sont dans ma rue, ils essaient de rentrer chez moi, etc. Et on ne leur a tout simplement pas répondu. Parce que l'État a montré ses limites, et c'est évident. Comme on l'a dit, il a misé sur la parade, il a montré les muscles, il a mis des blindés dans la rue, ça n'a pas servi à grand-chose. Et une fois que les blindés sont là, à un moment, il faut s'en servir, et là, ça devient très très compliqué. Donc il est obligé d'attendre et de subir. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est que les flics vont vraiment être là des punching balls complets pendant les prochaines semaines. Ils ont été désavoués publiquement par le chef de l'État. Ils n'oseront plus sortir leurs armes quasiment quoi qu'il arrive, même si on leur tire dessus à la limite, pour ne pas commettre la faute suprême, la bavure qui mènerait à un nouvel embrasement. Donc ça va être vraiment très compliqué pour eux. Mais pour l'instant, nous, on n'est pas dans une organisation encore très claire, d'un côté comme de l'autre. Monsieur Moyen, je l'ai dit, il attend, il espère que ça va aller. Il a rendu ses armes d'ailleurs, quand on lui a demandé gentiment à l'État il y a quelques mois, on avait des armes non déclarées qui ont été ramenées à l'État, à la police. Oui, tout à fait. Ça montre vraiment son état d'esprit, c'est de se dire l'État a le monopole de l'insécurité, c'est à peu près ça. Il se rend pas compte, Monsieur Moyen, que l'État est en faillite majeure sur cette question, que la loi n'est plus du tout appliquée dans son pays. Ça, c'est très clair. Le code pénal n'est plus appliqué en France. Et Monsieur Moyen continue de suspendre son destin à l'État entre les mains de ces individus qui sont là pour communiquer. Donc c'est très préoccupant pour lui et peut-être que ça va évoluer. On a vu dans les rues que certains voisins commençaient à s'organiser, à se regrouper pour protéger leurs biens. Et évidemment, c'est ce vers quoi on va évoluer. Ça ressemblera plus vraiment à une société. Mais bon, ça fait des années qu'on le dit et la situation s'aggrave année après année sans que peu de gens semblent en prendre la mesure, en tout cas pour l'instant. Ou alors c'est bien dissimulé. Driss Ghali, sur cette réaction de l'État, puisque donc il y a une sorte de double jeu. Effectivement, Laurent Burton a raison de dire qu'on a sorti des blindés pour montrer les muscles, mais c'est surtout en façade pour Monsieur Moyen. Et puis dans les faits, on a quand même demandé à des policiers de pas intervenir pour pas provoquer les émeutiers. On a eu des commissariats qui ont été attaqués, qui ont été vidés de leurs équipements. On a même des commissariats qui n'ont plus de munitions. Donc en fait, on répond par la soumission à des gens qui exigent justement au contraire de la hiérarchie de l'autorité. Bon, je vais dire des choses qu'il ne faut pas dire. À mon humble avis, l'État n'est pas préoccupé. Enfin, l'État ne vacille pas. On n'est pas en 58. L'État, le voyou d'origine étrangère est le partenaire de l'État. Parce qu'ils ont le même ennemi, c'est-à-dire le petit blanc. Ou le français de branche assimilé qui ne la ramène pas, qui ne brûle pas de voiture. Travailleur. Parce que c'est ça, aujourd'hui, l'ennemi de l'État, c'est vous et moi. Parce que nous sommes honnêtes. Un voyou, il a un casier comme ça. Donc, n'importe quel petit juge peut le mettre en tôle et refuser son sursis, le transformer en prison ferme. Nous embêtons l'État.
Parce que nous payons nos impôts et nous n'avons rien à reprocher, enfin, devant Dieu, mais pas devant M. Darmanin, M. Dupond-Moretti. Donc nous, on embête l'État, parce que c'est nous les forces révolutionnaires, c'est nous qui bloquons le pays pour les retraites, c'est nous qui exigeons des CHU et des maternités. J'ai jamais vu, moi, les banlieues défiler pour les CHU, brûler des voitures à cause de l'inflation. Donc l'État, là, il a fait oublier l'inflation, il a fait oublier les retraites, il est en train de démoraliser le petit blanc pour lui dire « tu n'es plus maître chez toi », c'est la dépossession, c'est un moment colonial. Les gens sont... Moi, j'ai vu des Françaises pleurer devant mes yeux, devant moi, quand elles ont vu les images. Parce qu'elles ont des gosses de 3 ans et 5 ans. Elle m'a dit, dans quel pays je vais laisser ma fille? Donc les gens sont démoralisés, mais c'est ce que voulait faire M. Macron. Il a dit, je veux emmerder les non-vaccinés. Il est en train d'emmerder le petit blanc, l'ennemi du système. Parce que le petit blanc était la dernière résistance au projet de destruction de la France. Ces gens veulent bulgariser la France, vous transformer en un pays de deuxième zone. Je vais me faire taper la tête par mon ami Adriana qui est bulgare, mais ils veulent vous transformer en un pays du tiers-monde, un pays du tiers-monde européen, satellite, et qui est rongé par ses problèmes internes, donc un pays insignifiant. Et ils y arrivent. Et c'est le petit blanc qui résistait. Là, le petit blanc, il est démoralisé, il a peur. Donc, soit il va voter Macron pour garder la continuité, pouvoir aller en vacances tranquillement encore quelques années en Thaïlande, soit il s'abstient. Et vous avez des millions de Français qui quittent le corps électoral. Et c'est ça que veut le régime, pour pouvoir durer, parce qu'il sait qu'il est à poil. Le roi est nu. Oui, donc vous pensez, je reste avec Grisgali parce qu'on y doit nous quitter un petit peu avant la fin de cette émission. Vous pensez que ce blanc-là, en fait, finalement, il est poussé à la sortie par les pouvoirs publics? Pour dire les choses sans vulgarité, il est le plus grand perdant des 30 dernières années. Il a perdu son pays, il n'est plus l'enjeu prioritaire des politiques, parce que même à droite, même chez LR, le clientélisme fonctionne en banlieue. Et on n'est pas en train de construire des églises dans les banlieues. Hein. On est en train de négocier avec les salafistes, voire, quand on veut encore s'occuper des Blancs, on fait des pistes cyclables. Donc il est devenu inutile du point de vue du travail, parce qu'on a mis à sa place ChatGPT et l'automatisation, ou le migrant qui vient d'arriver. Et on a dit au petit blanc, je te fais le revenu universel, sous les applaudissements du monde abruti. Parce que ça, c'est l'esclavage. Et on lui a dit, ton pays n'existe plus. Moi, je descends ces derniers jours en banlieue. Parce que nous, les auteurs, nous vivons chichement. Donc, nous ne pouvons pas se payer d'hôtel dans Paris. Quoique, grâce à nos amis émeutiers, je pense que les prix des hôtels vont baisser. C'était trop cher. Oui, la saison touristique a déjà baissé de 25% dans Paris pour le mois de juillet. Voilà, donc ça fera du bien à certains prix qui étaient vraiment au-delà du raisonnable. Moi, je vois dans une mairie là, de banlieue du 93, vous avez le drapeau LGBT près du drapeau français. Donc vous avez une espèce de révolution qu'on est en train d'imposer aux gens, et on est en train de les démoraliser. Parce que c'est eux la seule résistance du bon sens. Parce que l'immigré, lui, il vient de pays tellement détruits, tellement déconstruits, que vous pouvez lui mettre l'inflation, vous pouvez dégrader la santé, ce serait toujours mieux que ce qui se passe au Maroc, en Algérie. Vous voyez ce que je veux dire ? Laurent Oberton, ici sur le point de vue strictement de la sécurité dans ces quartiers, on pensait d'habitude, on avait ce poncif que les imams et puis les trafiquants de drogue auraient plutôt tendance à vouloir garder le calme pour que les affaires continuent. Là, on voit que même ces gens-là sont dépassés, pour l'instant en tout cas, par les violences. Donc, est-ce que c'est pas aussi le signe d'une nouvelle ère dans les banlieues ? Pour les trafiquants, ça fait quand même pas de mal ce genre de petites éruptions parce que oui, il y a une parenthèse dans les affaires. Mais les conséquences peuvent être très bénéfiques, puisque derrière, on sait bien que les municipalités, les autorités locales, la police, il y aura une réflexion bien plus profonde avant d'aller faire telle opération et taper tel point de deal, par peur justement d'un nouvel embrasement. Il y a un désarmement moral qui est en jeu dans ce genre de crise. Et donc, tout n'est pas perdu pour les trafiquants. Et là, je pense que dès cette semaine, ça va reprendre tranquillement. Et la vie continuera. Donc après, effectivement, c'est difficile. C'est même difficile pour eux, pour les habitués, de tenir toute cette ébullition. Ce sont des manifestations de testostérone, comme on disait tout à l'heure, une explosion de testostérone qui est assez difficile à contrôler. Il y a des effets de groupe impressionnants et contre lesquels on ne peut pas grand-chose à brève échéance. Il faut juste attendre que ça passe. Et c'est ce qu'ils ont fait, et voilà. Et ça va revenir très régulièrement. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'autorité organisée là-dedans. Et encore une fois, c'est ce qui rend ces mouvements très difficiles à cerner et à arrêter, en tout cas pour la police, puisque de toute façon,
ils ont beau arrêter tous les gens qui veulent, si la loi derrière n'est pas appliquée et on leur tapote la main gentiment en disant c'est pas bien, il faut pas le faire, évidemment ça continuera à l'infini. Évidemment. Driss Ghali, vous avez encore un temps pour une parole ou un dernier mot de conclusion, puis on reste avec Laurent Burton quelques minutes encore. Vous, comment vous voyez, est-ce qu'il y a une solution politique à ça, ou au contraire, vous pensez que politiquement, il n'y aura pas d'issue viable à moyen terme par les élections ? Non, parce qu'aucune élection ni aucune police ne peut résoudre le choc des civilisations. Nous avons importé le choc des civilisations puisque nous avons voulu l'immigration de masse. Nous avons des civilisations qui sont en conflit avec la civilisation française. Vous avez la civilisation maghrébine qui a ses défauts, ses qualités, et la civilisation africaine. Nous vivons ce choc-là. Donc il y a une solution politique, mais elle viendra après la solution civilisationnelle. Il faut qu'on tire les conclusions, qu'on prenne acte de ce qu'il y a aujourd'hui. Vous avez un peuple qui est en train de naître en France, qui se cristallise, un peuple immigré, qui est arabe et noir, plutôt musulman et plutôt pro-américain. Hein, plutôt pro-Biden, pro-rap, pro-Californie, voilà. Donc il faut en tirer des... Donc il faut refaire le pacte social français. C'est la fin de la Ve République. C'est quand même drôle, la quatrième est tombée en Algérie, par la révolution algérienne et tout ça, le début. C'est drôle, moi je parie que la cinquième va tomber aussi sur des histoires entre l'Afrique du Nord et la France. Il faut refaire le pacte social, c'est une révolution qui va avoir lieu. Bien sûr, merci beaucoup Driss Ghali, je crois que vous allez nous quitter. Je reste encore quelques minutes avec Laurent Burton. Vous non plus, Laurent Burton, vous n'avez pas de solution politique en vue, vous savez longtemps que vous l'écrivez dans vos écrits. Monsieur Moyen va finalement continuer à payer ses impôts et donc les personnes qui veulent vraiment résister doivent s'organiser elles-mêmes. Oui, moi je pense que la première solution d'urgence est justement anti-politique, c'est que Monsieur Moyen prenne sur lui, assume enfin ses responsabilités, commence par se faire respecter, par exister pour pouvoir s'imposer et peser, parce que pour l'instant, il est vraiment spectateur de son destin. C'est assez effrayant. Il regarde ça comme un match de foot. Et même s'il a de l'enthousiasme devant la télé, ça ne sert à rien. Et malheureusement, oui, le fait d'avoir ces divinités comme ça, l'État fort, l'autorité, etc., sans voir qu'en plus cet État, effectivement, est peut-être son pire ennemi, c'est inquiétant. Il a ce réflexe de créature domestique, de tout confier au maître, la maison, les clés de la maison, la réflexion, la sécurité, absolument tout, jusqu'à l'éducation de ses enfants. Et quand on a à ce point délégué sa vie, c'est très difficile d'avoir son mot à dire à un moment, de dire excusez-moi, mais finalement j'existe et je suis peut-être pas tout à fait d'accord, mais une fois que le maître a tous les pouvoirs, eh bien vous êtes complètement tributaire de ce qu'il fait, de ce qu'il va devenir. Et malheureusement, le maître c'est Macron et son orchestre, donc on voit bien que ça risque de très mal se terminer. Malheureusement, on est dans cette situation pour l'instant. Donc moi je prône une forte réflexion individuelle. Il ne faut pas laisser passer, comme d'habitude, cette séquence. Il faut que Monsieur Moyen, qui pour une fois a eu les yeux ouverts avec ce choc de réalité, eh bien, en attendant qu'il les referme et qu'il se rendorme, il faut passer des messages, il faut autour de nous montrer ces vidéos, dire ce qu'on a vu. Simplement, voilà, c'est un message de vérité, d'information que les grands médias ne font pas. Comme il a été dit, ils sont tout à fait complices et leur complicité était vraiment scandaleuse et du même ordre que la criminalité à laquelle on assiste. Hein, ce silence est vraiment collaborationniste. Donc, c'est à Monsieur Moyen de tout refaire, de tout reprendre à zéro, de se réattribuer, de se réapproprier son pays, sa souveraineté intellectuelle. Il faut qu'il cesse de plier le genou sous la criminalisation, sous l'antiracisme. C'est un chantage. Quand on vous dit l'extrême droite, etc., c'est une manière de vous faire taire et il faut passer au-dessus de ça. Il est temps de renverser la table et de reprendre ce que nous avons abandonné pour le coup. Bien sûr, mais d'ailleurs on peut même se poser en étant extrêmement cynique, et peut-être qu'on va poser une question qu'il ne faut pas poser, mais est-ce que ce chaos peut pas être aussi profitable justement dans cette prise de conscience et puis dans cet affaiblissement de cet État qui reste notre ennemi malgré ces émeutes, qui reste celui qui nous prend nos libertés et notre manière de notre responsabilité sur nos vies. Donc de ce chaos peut aussi sortir parfois quelque chose de fécond. Il faut l'espérer parce que si malheureusement, comme d'habitude, Monsieur Moyen se dit il faut augmenter les pouvoirs, il faut plus de moyens, il faut, voilà, comme on l'a dit, des écoles, de l'argent pour les écoles, du social, etc., plus d'argent pour les associations. Monsieur Moyen ne se rend pas compte à quel point on va encore contribuer à aggraver sa situation.
en plus de lui racketter une part solide de ses revenus et de la production des richesses qu'il génère. Cet État n'est plus qu'une gigantesque machine à corrompre, mais jamais dans son intérêt. Enfin, il faut vraiment qu'il le comprenne. Et ça, c'est un pas fondamental vers une reprise en main de notre destin. Voilà, j'espère donc que la leçon ne sera pas perdue pour tout le monde. Voilà, on espère. Voilà, on ne pensait pas finir cette émission sur une note positive, mais finalement c'est possible. On espère que ce moment sera un moment de prise de conscience. Merci beaucoup Laurent Burton. Je rappelle que vous êtes écrivain, romancier, auteur notamment de La France Orange Mécanique, Game Over, La France Interdite, La France Big Brother, et puis cette trilogie, ce roman Guérilla, dont le dernier tome est paru en octobre dernier. Tous ces livres que je viens de citer sont à se procurer aux éditions Magnus. Et puis merci d'Adriss Gali qui nous a quitté un peu plus tôt, donc auteur, conférencier, spécialiste des questions de violence et de diversité, auteur notamment de la diversité au séparatisme, un livre qui était disponible sur son site web. Et puis Français, ouvrez les yeux, une radiographie de la France par un immigré aux éditions L'Artilleur, et une contre-histoire de la colonisation française à retrouver aux auditions Jean-Cyril Godefroy. Merci à vous deux.